Salut et bienvenue dans le Mycélium. Je m'appelle Claire et sur ce podcast, je te partage mes lectures et mes apprentissages pour nourrir nos réflexions, décristalliser nos idées reçues, se mettre à la page sur les questions de féminisme, de diversité et d'inclusivité dans toutes leurs ramifications. À chaque fois, je te propose de suivre un nouveau filament du Mycélium pour voir où il nous mène. C'est parti pour l'épisode du jour. Dans l'épisode précédent, on a parlé de l'effet Scully. Comment l'apparition du personnage de Scully dans X-Files a suscité énormément de carrières scientifiques chez les femmes. Et on a décortiqué un peu pourquoi cet effet se produit. Mais la discussion ne s'arrête pas là. Donc dans cet épisode, on va s'écarter un peu des maths et des sciences pour parler de représentation de façon plus générale. Je te conseille quand même d'écouter l'épisode 21 avant parce que je ne vais pas pouvoir tout répéter, mais certaines choses s'appliquent ici aussi, tout particulièrement ce qui concerne les stéréotypes. Parce que pour croire que la représentation ça sert à rien, c'est comme dire l'argent ne fait pas le bonheur. Il faut vraiment jamais en avoir manqué. C'est insulter l'intelligence des femmes que de penser qu'elles ne peuvent pas se projeter dans un personnage ou un dieu masculin. Quand on m'a dit ça la première fois, j'avoue, le premier truc auquel j'avais pensé c'est c'est celui qui dit qui quand même, hein. Parce que je trouve ça un peu gonflé comme argument. Qui ne se met jamais à la place de qui dans l'histoire ? Évidemment que les femmes en sont capables, elles le font tout le temps, j'ai jamais dit le contraire. C'est dans le sens inverse que ça coince. Mais quand bien même les femmes seraient dotées d'une empathie et d'une intelligence formidables, ça n'empêche pas que cette mise à la place pose des problèmes. Ceci dit, on peut faire plus constructif qu'un argument de moyenne section de maternelle comme réponse à cet argument pété, parce que ce n'est certes pas une question d'intelligence, mais bien d'effort cognitif. Commençons par rappeler un truc qui est vrai tout le temps et qu'il faut bien avoir en tête. Notre cerveau est économe. Certains diront même paresseux, et il cherche toujours à faire des raccourcis. Le terme technique, c'est heuristique. Et le stéréotype, c'est une forme d'heuristique. Rappelons aussi que la langue n'est pas neutre. Pour cette partie, je m'appuie beaucoup sur Le cerveau pense-t-il au masculin de Pascal Gygax, Sandrine Zufferet et Ute Gabriel. Un livre petit mais costaud, très accessible et qui contient plein d'expériences à refaire chez soi et d'études scientifiques, notamment psycholinguistiques sur la question. Donc, la langue n'est pas neutre et c'est un bon moyen de transmission des stéréotypes. Certes, on peut penser sans mots, heureusement sinon on n'aurait peut-être jamais développé le langage. Mais le vocabulaire qu'on connaît attire notre attention sur ce qu'il désigne. Et inversement, un mot qui n'existe pas ou qu'on ne connaît pas peut créer un angle mort, d'où l'importance de néologismes comme féminicide ou sexisme en son temps. Le stéréotype découle de la fréquence d'association des mots, puisqu'ici on est en train de parler de langue. Donc on est bien sur une idée de répétition, d'accumulation. C'est sûr, une phrase une fois ne fait pas un stéréotype. Comme d'hab, c'est une histoire de collectif, de système. Alors comment la langue véhicule ces stéréotypes ? Ça peut passer par des associations d'idées. On l'a vu la dernière fois, le cerveau est une machine associative. Et il y a les mots qu'on va mettre toujours ensemble, au pif féministe hystérique, chaton mignon, et ceux qu'on ne mettra jamais ensemble. Physicienne géniale, sportif intelligent. Il y a aussi les mots qu'on s'acharne mordicus à éradiquer. Professeuse, médecine, pour désigner la femme médecin, autrice, écrivaine, philosophesse, bref, beaucoup de noms féminins, mais on pourrait aussi citer plein de régionalismes qui ne seraient pas non plus du bon français, comprenez, du français parisien. Pour véhiculer les stéréotypes, il y a aussi l'humour, en particulier l'humour dit oppressif, qui est plus oppressif qu'humoristique, soyons honnêtes, et les insultes. Je ne m'étendrai pas là-dessus aujourd'hui parce que ça fera sans doute un sujet à part entière, mais ça rentre aussi en ligne de compte. Et si ça t'intéresse, avec Révolution Inclusive, j'avais fait un webinaire sur les insultes inclusives, je te mettrai le lien. Il y a aussi les connotations. Une connotation, c'est un sens particulier qui vient s'ajouter au sens ordinaire, celui du dico quoi, en fonction du contexte. Par exemple, une maison, c'est 4 murs et un toit. Mais ça peut aussi avoir une connotation de chaleur, de foyer, de sécurité. La couleur verte, c'est un mélange de bleu et de jaune. Mais ça a aussi une connotation de nature, de prospérité, de renaissance ou de jalousie, selon le contexte.
Et cette connotation, elle peut influencer notre perception, tout comme les mots qu'on va choisir pour désigner un concept. Un exemple, est-ce qu'on parle de cotisation sociale ou de charge sociale ? Une cotisation, ça véhicule une connotation de solidarité, de partage, d'entraide. Alors qu'une charge sociale, c'est plutôt une idée de poids, de fardeau, d'assistanat. Pourtant, on est en train de désigner la même chose. C'est valable aussi si on parle d'acquis social, qui va donner une idée de don, de cadeau, ou un conquis social, qui véhicule une idée de lutte, de combat. Est-ce qu'on parle de réchauffement climatique ou d'urgence climatique ? Ça donne pas les mêmes résultats dans notre cerveau. Est-ce qu'on parle de féminicide ou plutôt de crime passionnel, de dérapage et de devoir conjugal ? Et un dernier exemple, est-ce qu'on parle d'émeutes ou de mouvements sociaux ? Typiquement là dans le contexte des soulèvements de banlieue. Le fait de choisir de parler d'émeutes, c'est porter une connotation finalement raciste à l'événement en mobilisant l'image de hordes d'étrangers violents, alors que si on parlait de mouvement social, on mettrait en avant le côté politique, les revendications, la lutte sociale. Là encore, on parle d'un même événement là, mais avec deux films mentaux bien différents à la fin. Le choix d'une expression plutôt qu'une autre pour décrire le réel n'est pas neutre. Et là encore, c'est la répétition qui va forger une image différente dans notre cerveau. La langue ne peut pas être neutre parce que nous ne pouvons pas être neutres. Et c'est pas grave, mais il faut en avoir conscience, l'assumer et en tenir compte dans la façon dont on s'exprime. Donc ça, c'est valable pour la langue en général, mais pour la langue inclusive alors ? On nous le dit, on nous le répète, le masculin est neutre et, pris dans son élan de neutralité neutre, impartiale, objective et apolitique, il l'emporte sur le féminin. Vous avez demandé la logique ? Ne quittez pas. À chaque fois qu'on prétend que le masculin est neutre, que le masculin générique c'est réel et apolitique, ping, on enfonce des stéréotypes de genre. Comment ça marche ? En plus de tout ce qu'on a déjà dit, bien sûr. Notre cerveau n'aime pas l'ambiguïté, parce que c'est un gros flemmard. Donc en cas de doute, il va faire un choix plutôt que de faire coexister deux hypothèses. Trop fatigant. Il se trouve qu'autant le féminin est clair en français, il désigne du féminin, autant le masculin est ambigu. Il peut désigner un groupe d'hommes, on parle de masculin spécifique, ou un groupe mixte, un groupe avec plein de femmes et un seul homme, et même des fois tout un groupe de femmes sans hommes, au cas où. On parle alors de masculin générique. Et dans le doute, notre cerveau, il tranche, pas que ça à faire, la flemme. Puisque féminin c'est féminin, masculin c'est masculin, merci, bonsoir. L'interprétation du masculin comme spécifique est plus fréquente et plus spontanée. Pour se corriger, ça demande un effort conscient, gourmand en énergie. Dans Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, Daniel Kahneman modélise notre cerveau en deux grandes parties, les deux vitesses de la pensée du titre. Pour résumer, le système 1 est rapide, désordonné, impulsif et intuitif. Il est automatique. Pour faire 2x2, faire des conduites simples. Il peut reconnaître des objets, des mots simples. Il régit les associations d'idées et donc les stéréotypes. Et moi j'ajouterais, il reconnaît le masculin comme spécifique. Et le système 2, lui, il est lent, méthodique, ordonné. Il fonctionne par étapes pour faire des choses complexes. Par exemple, poser une multiplication compliquée, faire une manœuvre complexe de conduite. Il doute, il est rationnel et prudent, mais il est paresseux et fatigant. Et j'ajouterais, c'est lui qui peut comprendre que le masculin est générique. Malheureusement ou pas, le système 2 n'est pas en permanence aux commandes. Ça serait beaucoup trop fatigant et on aurait à peine le temps de se lever le matin qu'il serait l'heure d'aller se recoucher. Et si le système 2 n'est pas aux commandes, le doute fait la sieste, et donc le masculin interprété comme désignant des hommes par le système 1 est validé comme tel. Donc la majeure partie du temps, les stéréotypes et les déductions rapides s'en donnent à cœur joie. Ce qui présente aussi de gros avantages. Attention, il n'est pas question de diaboliser ce système 1, mais de comprendre le rôle qu'il joue dans les stéréotypes et notre compréhension du masculin. Le français inclusif, lui, va intervenir en amont de tout ça, en levant l'ambiguïté, en rappelant que l'énoncé inclut aussi des femmes ou des personnes non binaires. Il évite au système 1 de foncer dans le mur et de mal interpréter. Et il évite au système 2 de trop se fatiguer à poser des questions. C'est marrant parce que on nous répète qu'on est complètement matrixé par notre vagenda wokiste, on ne voit plus le réel, on manque d'objectivité.
Et quand on dézoome, qu'on prend un livre de psychologie cognitive pas du tout de gauche et même carrément libéral, dont on croirait presque à la lecture que les femmes n'existent pas, et donc le sexisme non plus, trop bien, et ben on retrouve les mêmes idées. Et oui, parce que le cerveau pense-t-il au masculin aborde ce même sujet avec une analogie à base d'ampoules, que je vais te résumer rapidement ici. Représentons-nous notre cerveau comme une série d'ampoules. Ces ampoules reçoivent de l'énergie, et plus elles s'allument, plus c'est facile de les allumer. Donc quand une ampoule correspond à un stéréotype courant, elle a besoin de moins d'énergie pour s'allumer, donc elle s'active plus facilement. A l'inverse, s'il faut beaucoup d'énergie pour allumer une ampoule, pense au petit jeu de la dernière fois où il fallait nommer 3 femmes scientifiques. Notre cerveau va se dire que peut-être c'est une erreur, que cette ampoule devrait rester éteinte. C'est en utilisant plus souvent des associations comme femmes ambitieuses ou en invitant des expertes pour un sujet lambda, j'entends pas là, pas lié à la famille ou à la féminité et tout ça, qu'on va pouvoir entraîner nos cerveaux à acquérir de nouveaux automatismes, créer de nouvelles associations mentales. C'est là que les quotas prennent leur sens. Ils permettent de normaliser quelque chose pour habituer nos mentalités. Ce n'est pas insulter l'intelligence des femmes que de démasculiniser la langue. Les chiffres sont là, les femmes se sentent moins concernées, postulent moins face à un énoncé au masculin. Et maintenant, tu sais aussi que c'est parce que ça leur demande plus d'efforts de se projeter dans cet énoncé, et que nous avons une ressource mentale limitée chaque jour. La bonne nouvelle, c'est que ça peut se changer, vu que notre cerveau est plastique. Et non pas en plastique, comme diraient certaines mauvaises langues. C'est sûr, au début, on va avoir, entre guillemets, les mauvais termes, émeute, dérapage, termes masculins, qui nous viennent spontanément, et c'est normal. Mais rien ne nous empêche de tourner 7 fois la langue dans notre bouche pour finalement en choisir un autre et imposer à notre cerveau d'autres représentations. C'est dur au début, c'est vrai, mais plus on va allumer ces ampoules, plus ça deviendra facile. Pour rester sur l'exemple des émeutes de banlieue, se forcer à parler plutôt de mouvement social et donc à se représenter un mouvement social, c'est humaniser ces personnes, respecter leurs combats, leurs revendications et leur intelligence. La boucle est bouclée. Maintenant, on a parlé de la langue, parlons des médias, qui sont aussi une forme importante de représentation, d'autant plus à une époque de concentration où un nombre de plus en plus restreint et homogène de personnes possède de plus en plus de titres de presse. On a déjà pu parler des séries et des films la dernière fois, mais il n'y a pas que la fiction dans la vie. Il ne faut pas non plus sous-estimer les choix journalistiques, les programmes des JT, les sujets qui reçoivent une grosse couverture médiatique, et quelle forme de couverture médiatique, et les autres sujets dont on ne parle pas. Je pose ça là au passage, mais si tu t'intéresses aux biais et à la façon dont les médias mainstream documentent l'actualité, je te conseille la série Rhinocéros sur la chaîne de Blast. Par exemple, celui du 13 octobre analyse le traitement de la propagande israélienne dans les JT français. Pour donner un exemple volontairement extrême mais très parlant, est-ce qu'on choisit de faire un article parce qu'on est dévasté par la situation à Gaza ? Ou un article sur Carla Bruni qui est dévastée parce que le poney de sa fille est mort ? Alors oui, on est désolé pour le poney, ça doit être super triste, là n'est pas la question. Mais est-ce que ça requiert un article national ? Est-ce qu'on fait un article sur les violences systémiques dans le cinéma ou sur Depardieu et Polanski qui rendent fière la France ? Notre attention quotidienne est limitée. Non, j'arrive toujours pas à lire 10 livres par jour, c'est pas faute d'essayer. Et si on sature notre attention avec ce genre d'informations, et si on mobilise notre affect sur ce genre d'histoire, parce que oui, une petite fille qui fait le deuil d'un animal de compagnie, c'est triste, mais on n'en a plus pour autre chose. L'un des soucis de ces articles anecdotiques, des faits divers, mais aussi des événements anodins qui sont montés en épingle, c'est que ça vient toucher notre heuristique de la disponibilité. On l'a vu, une heuristique, c'est un raccourci que fait notre cerveau pour décider rapidement. Et donc l'heuristique de la disponibilité, c'est le fait de juger la fréquence d'une chose par la facilité avec laquelle on trouve des exemples. Le mot facilité est important ici. Si tu dois galérer une demi-heure pour retrouver un exemple, là encore, repense au petit jeu sur les femmes scientifiques, ça va plutôt envoyer au cerveau l'idée que finalement, c'est peut-être pas très sérieux ou important comme information. Les ampoules toujours éteintes, ne devrions-nous pas les laisser éteintes finalement ? Flemmard, va. Exemple. Si on ne met en avant que des auteurs de romans masculins, on va plus facilement pouvoir en donner des exemples.
Et on va avoir l'impression que les hommes écrivent beaucoup plus de romans, ce qui n'est pas le cas. Autre exemple tout con mais que je trouve très parlant, on fait beaucoup de bruit autour des divorces de célébrités. Donc on trouve facilement des exemples de célébrités qui ont divorcé, donc on va surévaluer la fréquence des divorces à Hollywood. Vu qu'on ne parle jamais des couples qui vivent heureux pendant 20 ans parce que c'est beaucoup moins vendeur. Pour reprendre notre exemple des émeutes ou des mouvements sociaux, si on représente toujours ces manifestations comme violentes, en montrant la destruction des gens qui hurlent, en ne faisant s'exprimer calmement que des pauvres commerçants qui doivent fermer boutique, et qu'on ne montre pas d'interviews calmes, posées, argumentées, qui expliquent tout ce qui ne va pas, les raisons de la colère, les revendications, les solutions proposées, tout ça, ce qui serait beaucoup plus intéressant et constructif, mais nuirait gravement au statu quo, notre cerveau ne va pas se dire spontanément « c'est toujours les 3 mêmes images qui tournent, ils ont dû sélectionner ce qui les arrange, méfiance !» Comme il n'arrive pas à trouver des exemples d'argumentation politique construite et posée, mais 13 images de violence à la douzaine, il va se dire « Ah, c'est des casseurs qui se plaignent pour rien, mais que fait la police ?» Ce qui ne dit absolument rien de la réalité, mais influence les perceptions du grand public et donc les choix politiques. Cette heuristique de la disponibilité, on la retrouve aussi dans la description des violences sexuelles et sexistes. À commencer par ce terme neutre qui ne dit rien des auteurs. Notamment avec le mythe du violeur sanguinaire, et si possible étranger, ou malade s'il est blanc, tapis dans l'ombre. Un sujet approfondi par Rose Lamy dans En bon père de famille. À grand renfort d'exemples tirés d'interviews de ces fameux bons pères de famille et de manchettes de journaux racoleuses, elle nous montre l'opposition entre l'image qu'on se fait des violences sexuelles et sexistes à partir du traitement médiatique, c'est-à-dire des monstres, des anomalies, des exceptions, tout va bien, le système fonctionne comme prévu et nous protège, et la réalité statistique. 90% des victimes connaissent leur agresseur, 70% des meurtres de femmes sont commis par le conjoint ou ex-conjoint, et finalement, l'endroit le plus dangereux pour une femme, c'est chez elle. Et c'est le parcours de la combattante après pour se faire rendre justice. Je cite la 4e de couverture de Classé sans suite, le livre de Violaine de Philippis. Seul 1% des viols aboutissent à une condamnation et 80% des plaintes des femmes pour violence dans le cadre conjugal sont classées sans suite par manque d'investigation. La récente actualité est très parlante à ce sujet. Entre, d'un côté, le procès de Pellico, rebaptisé par certaines le procès des bons pères de famille, qui est malheureusement le reflet d'une situation assez courante, et, de l'autre, le bruit médiatique assourdissant créé par l'extrême droite et les médias mainstream autour du meurtre de Philippine, parce que commis par un étranger, et donc, par définition, pas un bon père de famille. Ce meurtre est bien sûr tragique, mais c'était au moins le 100e féminicide de l'année, et donc pas le seul et unique. Les autres féminicides n'ont clairement pas reçu le même traitement médiatique. Si celui-ci en particulier a fait autant de bruit, ce n'est pas par souci de justice ou parce qu'une femme qui meurt, c'est grave, malheureusement. C'était pour continuer de marteler ce mythe que j'ai envie d'appeler le mythe du petit chaperon rouge. Fais gaffe, ma fille, dans les bois sombres, ne parle pas aux étrangers et reste plutôt chez toi. Et bien sûr, propager aussi une propagande raciste. Quand on utilise le langage du féminisme pour promouvoir des idées d'extrême droite, on parle de fémonationalisme. Autre exemple révélateur de cette mentalité, les femmes adorent écouter des podcasts de true crime, qu'on appelle aussi documentaires criminels, un genre de documentaire qui consiste à raconter des crimes et des criminels qui ont réellement existé. Et pourquoi c'est surtout écouté par des femmes ? En partie parce que ça leur donne un sentiment de sécurité. Elles se disent qu'elles pourront détecter les menaces, mieux réagir, en entrant un peu dans la tête de ces tueurs. Tout ça, ça fausse notre heuristique de la disponibilité. On croule sous les exemples de monstres sanguinaires tapis dans l'ombre, soit malades, soit étrangers, alors qu'avec les mecs bien, les bons pères de famille, on ne risque rien. Hein. Ça nous empêche de voir que statistiquement, c'est chez soi qu'on court le plus de risques, pas seul dans la rue. Et moi la première, hein, je suis flippée de marcher toute seule dans une ruelle sombre alors que le plus gros risque est franchement sans doute que je me casse la figure. C'est un peu comme les illusions d'optique. Même quand tu sais que ces fichues droites sont de la même longueur, une partie de ton cerveau continue de voir que non. C'est pénible, hein ? Et c'est toujours lié à cette idée de double système de réflexion. Le système qui réfléchit
celui qui connaît les statistiques, doit résister face aux impulsions du système rapide, celui qui réagit émotionnellement aux films, aux journaux, aux stéréotypes, et qui finalement fait sa flippette pour pas grand-chose. Mais ça ne sert à rien de blâmer notre cerveau qui fait ce qu'il peut. Ce serait beaucoup plus simple et efficace d'influer sur ce qu'on met dedans, d'agir à la source, ici les médias. C'est toute la différence entre des faits divers et un traitement systémique de l'information. On peut aussi faire attention à la langue. Oui, parce que ça peut paraître évident, mais les médias convoquent la langue pour faire passer leur message. Et notamment l'humour, soyons charitables, ce qui affecte aussi notre perception, nos stéréotypes, notre représentation du réel. Au moment où j'écrivais l'épisode, on a eu un nouvel exemple de manchette de journal qui fausse notre perception, avec un journal qui a voulu faire de l'humour à base de, je cite, « Il frappe sa femme car il n'aime pas la cuisson des patates ». Et l'article de commencer par « L'histoire pourrait prêter à rire ». Alors non. Et ce qui prête pas à rire non plus, c'est que ces titres sont courants. Rose Lamy en cite plusieurs dans son livre. Et si tu te dis « Oh, ça va, on peut rigoler », le souci de ces articles humoristiques, qui sont bien plus viraux que les autres, c'est qu'ils rendent sympathiques les auteurs, ils dédramatisent. On rit de leurs bêtises, mais sans vraiment dénoncer le délit ou le crime, ni les souffrances de la victime. D'ailleurs, on l'entend pas, la victime, et on sous-entend quand même un peu que rien ne serait arrivé si elle savait cuire les patates ou faire la pâte à crêpes correctement. La langue, elle intervient aussi dans les formules passives. Elle s'est faite agresser, mais on ne sait pas par qui. La guerre poursuit les enfants, toute seule comme une grande. Ça évite de donner à notre cerveau une info utile pour sa protection. Troisième domaine dans lequel ces représentations faussées, ces heuristiques de disponibilité bancale nous mettent en danger, c'est la santé et la médecine. Parce que bon, là jusqu'à présent, on a parlé des représentations mentales de tout le monde. Mais on oublie un peu vite que les scientifiques, les médecins, ce sont aussi des gens, et ouais, qui ont appris que le masculin l'emporte à l'école, et aussi que les filles sont chochottes et un peu nulles en maths. Ils regardent la télé, lisent la presse, sont exposés aux mêmes représentations mentales que tout le monde. D'ailleurs, si tu veux connaître les représentations mentales de ton médecin, regarde un peu les posters décorchés au mur la prochaine fois, ça te donnera une idée. Être scientifique n'immunise pas contre notre cerveau irrationnel, spontané, automatique. On va pas refaire le match de la rationalité contre l'intuition de l'épisode 1, mais c'est toujours valable ici. Par contre, le fait que la science soit toujours présentée comme rationnelle, au-dessus de la mêlée, apolitique, ça peut les influencer à leur insu. Et rappelons la distinction, ce n'est pas parce que la science en soi est rationnelle et objective que les gens qui la font n'ont pas de biais. Un exemple parmi 1000, on parle tout le temps d'hommes préhistoriques, de chasseurs-cueilleurs, de guerriers, d'hommes de ceci, de cela, des cavernes, de Néandertal, tout ce que tu veux. Eh bien, en archéologie, beaucoup se refusent à envisager que les sépultures retrouvées avec des armes, des outils de chasse, des trophées, puissent être des sépultures de femmes, que les femmes aient pu chasser, peindre des cavernes, faire la guerre, tout ça. L'ampoule refuse de s'allumer dans leur tête, donc il y a forcément une erreur. Soit dans la détermination du sexe, soit dans l'interprétation des données, ou alors c'est leur collègue qui se laisse avoir par son idéologie féministe, ou peut-être les trois à la fois, qui sait. Pourquoi ? Ces disciplines sont apparues vers le 19e siècle, et les hommes de l'époque, oui, les hommes, parce qu'à l'époque les femmes n'avaient pas le droit de faire des sciences, donc elles étaient très rares, ils ont calqué leur morale victorienne sur leurs pratiques scientifiques, et depuis c'est très compliqué d'en sortir. Comme pour la langue et les médias, ces disciplines ne sont pas imperméables au sexisme ni au racisme. Ce serait même plutôt le contraire, les disciplines scientifiques sont systématiquement récupérées pour essayer de rationaliser le racisme. Problème, ça rate à chaque fois. Un exemple, ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen. Je trouve ce terme très contestable, le mot syndrome donne l'impression que c'est un vrai concept scientifique ou une vraie maladie à laquelle on peut pas grand-chose, comme le syndrome prémenstruel, alors que bon, ça désigne juste le racisme médical. C'est pas les patients et patientes qui sont malades. Cette expression désigne les préjugés racistes du système médical et du personnel soignant, comme quoi les personnes noires ou d'Afrique du Nord
sont plus sensibles à la douleur, exagèrent leurs symptômes, tout ça. C'est fluctuant dans le temps et l'espace. À l'époque où les immigrés venaient plutôt d'Italie, on parlait de syndrome transalpin. Et même si ce concept de syndrome méditerranéen est un doux euphémisme, ça n'enlève rien aux effets qui sont bien réels. Ces préjugés entraînent un retard de prise en charge, retard pouvant être mortel. On pense par exemple à Naomi Musenga, dont le traitement moqueur par le SAMU a empêché la prise en charge dans les temps, et c'est un exemple qui est loin d'être unique. Ça peut aussi entraîner un manque de considération du personnel médical. On va prescrire moins d'antalgiques à diagnostic égal. Enfin moi, ces histoires de chochottes qui se plaignent pour rien, ça me rappelle un autre groupe, qui peut se recouper d'ailleurs, les femmes. Et oui, intersectionnalité oblige, les femmes racisées cumulent ces deux stéréotypes, celui du racisme médical et le cliché des femmes chochottes, donc leur prise en charge est encore dégradée. Ce préjugé de la femme chochotte qui se plaint sans arrêt, ça a des conséquences sur notre vie et dès le début. Quand un bébé-fille pleure, on estime qu'elle a moins mal qu'à pleurs égales pour un bébé garçon. Bon, par contre, on laisse pleurer les bébés garçons plus longtemps sans s'occuper d'eux. Personne ne gagne au stéréotype de ce type. Et ça continue toute la vie. Les femmes sont prises en charge plus tardivement que les hommes en cas d'urgence médicale, vu que c'est du pipeau, c'est logique, hein. D'après une étude du professeur Xavier Bobia, chef des urgences du CHU de Montpellier sur 1563 urgentistes, avec la même image semblant montrer la même douleur et les mêmes informations cliniques, je cite un article que je mettrai en source, dans 62% des cas, le cas clinique a été considéré comme une urgence vitale quand l'image associée était celle d'un homme, contre 49% quand c'était une femme. Dans 58% des cas, l'urgence vitale a été associée à une image d'apparence ethnique blanche, contre 47% quand l'apparence était noire. Il s'agit d'un diagnostic d'urgence vitale dans 63% des cas quand l'image associée était une image d'homme blanc, contre 42% pour une femme noire. 63 contre 42, ça fait une différence de traitement énorme. Mais on peut citer un autre type de représentation qui peut être mortelle, la représentation des maladies. Je cite un extrait de Stéréotypes et heuristiques, le problème des soins différenciés. L'infarctus du myocarde est une cause importante de mortalité, surtout chez les hommes, pense-t-on. Dès lors, quand une femme consulte, se plaint de fatigue et d'essoufflement, le médecin est plutôt enclin à lui prescrire des tranquillisants. En conséquence, l'infarctus est sous-diagnostiqué chez les femmes. Pour l'ostéoporose, la situation est inverse. On retrouve l'heuristique de la disponibilité. On imagine que les maladies cardiovasculaires, c'est une maladie d'hommes vieillissants qui ont abusé du saucisson et du pinard. Donc, quand ça leur arrive, on repère plus vite, on soigne plus vite. Et cette histoire de tranquillisant, ça donne aussi dans le préjugé de la femme hystérique, en plus d'être chochotte, donc faut la calmer. Mais ça ne s'arrête pas là. Les symptômes les plus connus d'une crise cardiaque, ce sont des douleurs thoraciques, un essoufflement, une douleur au bras. Mais ça, c'est surtout vrai pour les hommes. Pour les femmes, ce sont plutôt des étourdissements, des sensations de brûlure d'estomac, des nausées, des vomissements, de la fatigue. Mais cette information est moins bien connue, donc moins bien identifiée. Que ce soit par la patiente elle-même qui ne comprend pas ce qui lui arrive, ou par les médecins ensuite. Aux urgences, elles seront prises en charge plus tardivement. Pourtant, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès des femmes en France. C'est vraiment pas anodin. C'est notamment lié au manque de données, parce que les femmes sont sous-représentées dans les études cliniques, pour les maladies cardiovasculaires comme pour tout le reste. Je te renvoie à Femmes invisibles, comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes, de Caroline Criado-Pérez, qui passe ses écarts de données à la moulinette. Pour donner quelques exemples, les médicaments sont testés en général sur des hommes cis, puis on les donne à tout le monde sans vérifier si ça marche pour tout le monde. On fait comme s'il n'y avait aucune différence à part au niveau des organes reproducteurs. Oui, l'absence de différence, c'est un peu quand ça les arrange. Alors qu'il y a des différences liées au sexe jusque dans le fonctionnement de tous les organes. Par exemple, le métabolisme de l'alcool. Du coup, on prescrit tout et n'importe quoi aux femmes sans adapter la posologie. Exemple, en octobre 2023, un scandale a éclaté comme quoi l'effet du spasfon sur les douleurs menstruelles était un coup de com', qu'il n'était corroboré par aucune étude. Ce qui explique pourquoi ça marchait jamais sur moi en fait.
Conséquence des absences d'essais, les femmes ont bien plus d'effets secondaires parce que les dosages sont pas bons. Mais non, c'est surtout parce que ce sont des grosses chochottes, la boucle est bouclée. Et combien de médicaments qui auraient pu aider les femmes sont écartés car sans effet sur les hommes ? Mystère. On pourrait continuer encore longtemps, mais je vais m'arrêter, en râlant bien sûr, sur un truc qui me saoule, qui est certes complètement anodin par rapport à tout le reste, mais qui me pourrit la vie en ce moment parce que je fais de la kiné du dos. Le patient par défaut est un homme. Et donc les tables de massage, elles sont quand même bien foutues pour les hommes. Quand tu dois être à plat ventre, c'est pratique, il y a un truc amovible au niveau de la tête pour pouvoir être confortable au lieu d'avoir le nez écrasé dans le matelas. Alors pourquoi, saperlipopette, on ne fait pas la même chose au niveau du torse pour mettre la poitrine ? Je te laisse répondre. On le rappelle, c'est normal de décrire le monde de son point de vue. C'est compréhensible aussi d'avoir du mal à se représenter ce que vit quelqu'un qui ne nous ressemble pas du tout. Ce qui n'est pas normal, c'est de partir d'un seul modèle type, de recruter toujours les mêmes profils qui n'étudient qu'à partir de ce qu'ils connaissent et d'enseigner du point de vue masculin. Par exemple, quand on explique que le clitoris a été longtemps ignoré et découvert et étudié très récemment. C'est raconter l'histoire du point de vue des hommes, parce que bon, à mon avis, ce territoire obscur et inconnu a été exploré depuis longtemps par leurs propriétaires, si tu vois ce que je veux dire. Donc pour conclure, je n'ai pas remis une couche sur l'école parce qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, mais c'est absolument valable aussi. Cercle vicieux, les attentes forment les stéréotypes, influencent notre perception et nos comportements. On obtient ce qu'on attend. Si tu penses que tu n'aimeras pas, tu n'aimeras pas. Alors que si tu étais arrivé sans idée préconçue, peut-être que tu aurais aimé. Et vice-versa, si tu penses que tu vas aimer une activité, tu vas te convaincre que oui. Si tu es convaincu à l'avance qu'une femme conduit moins bien, femme au volant, mort au tournant, n'est-ce pas ? Tu la jugeras plus durement et donc tu verras plus facilement les erreurs que pour son homologue masculin, dont tu ne verras pas les défauts, même s'il conduit techniquement moins bien. On parle de biais de confirmation notamment. Les statistiques ne pèsent pas lourd face aux attentes et aux préjugés. Je vais conclure aussi en rappelant le rôle de la fiction là-dedans. Il est important d'enrichir nos imaginaires, les décoloniser, les dépatriarcaliser, parce que la fiction, ça permet entre autres de nourrir son empathie. Contrairement à une idée reçue, quand on lit de la fiction, on ne s'identifie pas dans un personnage parce qu'il nous ressemble physiquement, mais en raison des expériences vécues, des souffrances endurées, etc. De plus, on n'apprend pas vraiment l'empathie. On apprend l'histoire des autres, et l'empathie naît de cette humanisation, de ce rapport d'égal à égal. On n'a pas d'empathie pour quelqu'un qu'on juge inférieur. Le problème du manque de représentation est de l'hégémonie des personnages masculins blancs. Il n'est pas du tout uniquement physique et superficiel. Mais veut pas, il y a des choses qu'un homme blanc cis hétéro valide de la classe moyenne ne pourra jamais vivre. Que ce soit pour des raisons physiologiques, je sais pas, la ménopause par exemple, ou politiques, le racisme, le sexisme, le validisme. Et quand une maison d'édition, une société de production, se dit que les gens ne pourront pas s'identifier à un personnage racisé, queer, féminin, ou les trois, ou quand le public refuse de voir ce genre de contenu, ce n'est pas une question d'identification insurmontable, c'est juste du bon gros racisme, sexisme, queerphobie, qui fait qu'on refuse de se mettre en position d'égal à égal avec ces personnages, et qu'on ne considère pas leur parcours, leur souffrance comme aussi légitimes. Ce n'est pas les personnages le problème. Sur ce, je te dis à la prochaine fois. M'ont inspiré pour cet épisode. Système 1, Système 2, Les 2 vitesses de la pensée de Daniel Kahneman. Le cerveau pense-t-il au masculin de Pascal Gigax, Sandrine Zufferet et Ute Gabriel. Femme invisible, comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes de Caroline Criado-Pérez. En bon père de famille de Rose Lamy. Et Game Over de Lucia Sellu. Voilà pour l'épisode du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Ce podcast est réalisé bénévolement, donc tu peux le soutenir en faisant un don sur Tipeee si tu peux te le permettre. Ça m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres et des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en l'envoyant dans les étoiles, 5 de préférence, et en le faisant voyager autour de toi. Merci beaucoup.